Bonjour et bonsoir à vous tous, les membres de Kalonji TV. Nous sommes contents de vous avoir nombreux avec nous aujourd'hui. Nous sommes à Kinshasa. En tout cas, chez Kalonji Wambulumbas, le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus tout droit ici. Vous avez vu l'invité qui est en face de vous, que vous connaissez par le nom du docteur Noël Tchani Mwadiamvita. Nous sommes à Kinshasa et nous allons parler du Congo. Il y aura beaucoup de questions qu'on va poser, mais nous allons nous focaliser sur la proposition de loi Tchani. Et puis, partager ce message. Ça a à voir avec le Congo. Donc, Bossala est fort, beau partager, Batouba Yoka, Yemoko Aza Awavandi. On va poser des questions. Il y aura des questions pertinentes et il va essayer de nous éclairer, nous tous, pourquoi nous parlons de la proposition de loi Tchani, pourquoi elle est importante. Voilà ce que nous allons faire. Aimez notre vidéo, partagez cette vidéo avec un plus grand nombre. La plus bonne chose, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube que nous faisons comme émission présentement. Alors voilà, nous allons commencer notre émission. Et n'oubliez pas de partager, c'est la chose la plus importante. Nous parlons avec Dr Noël Tchani ici, mais si vous ne partagez pas, écoutez, l'essentiel c'est de donner à beaucoup de gens et puis abonnez-vous à la chaîne Kalonji TV et puis devenez membre du club Kalonji TV. Présentement, nous allons rapidement parler avec... Bonjour Dr Noël Tchani. Bonjour, merci de me recevoir sur Kalonji TV. Merci, nous sommes contents de vous avoir chez nous. Nous sommes venus et voilà, nous sommes en face ici. Parlez-nous de vous d'abord. Ces jours, comment vous portez, comment vous allez, la santé, ça va? Je me porte comme un charme. La santé est très bonne, Dieu merci. Voilà. Donc, je n'ai pas de préoccupations de ce côté-là, mais plutôt j'ai des préoccupations sécuritaires. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps menacé. Je reçois des coups de fil à des heures tardives, des gens qui me promettent de pouvoir me découper en morceaux. Mais je leur dis, vous avez tué Simon Kimbangu et Patrice Emery Lumumba. L'histoire ne s'est pas arrêtée là-bas. Les Congolais reviennent toujours pour défendre leur pays. Et je vais défendre la République démocratique du Congo jusqu'au bout. Voilà, voilà. Bon, est-ce que l'État est dans l'obligation de vous donner une protection? En principe, oui. J'ai écrit d'ailleurs une lettre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui dire que j'étais très menacé. Donc, il a promis de pouvoir faire le nécessaire afin de mettre à ma disposition, de renforcer la sécurité. On a déjà une sécurité, mais on a promis de pouvoir renforcer la sécurité, donc on attend de ce côté-là. Voilà, on en profite. Que dites-vous de la nomination du ministre Peter Kazadi dont vous venez d'évoquer? Bon, le gouvernement qui a été mis en place répond aux impératifs que seul le président de la République connaît. Moi, je n'ai pas de commentaires sur les membres du gouvernement individuellement. Tout ce que je peux dire qu'en tant que républicain, je souhaite toujours bonne chance à mon pays et à ce gouvernement aussi. Voilà, là c'est en tant que républicain, mais vous n'avez pas un... Je n'ai pas de commentaires sur les individus, parce que si je commence à parler de tel individu, il faut que je parle de l'autre, et ainsi de suite. Et on n'a pas le temps pour ça. Donc moi, j'attends que le gouvernement puisse nous donner des résultats que le peuple congolais souhaiterait avoir. Voilà, d'accord. Entrons dans notre débat directement. La proposition de loi Tchani. Mais nous avons entendu Monseigneur Ambongo dire que c'était une loi qui divisait le Congo. Il a appelé ça la soi-disant proposition de loi Tchani. C'est la loi de la congolité. Qu'en dites-vous là-dessus? Vous savez, j'ai une relation particulière avec le cardinal Ambongo. Oui. Étant donné que, d'une part, je suis catholique pratiquant. Quand j'étais aux États-Unis, dans mon église à Potomac, Maryland, j'ai travaillé comme ministre eucharistique. Donc pendant les dimanches, pendant les messes de dimanche, je célèbre la messe avec les prêtres. Je fais la première ou la deuxième lecture, ou bien aussi, je donne la communion. Donc je suis ministre eucharistique ordonné par le cardinal de Washington. Donc de ce point de vue-là, j'ai un respect religieux à l'égard des autorités religieuses de mon église. Ce qu'ils disent, je m'incline. Et je voudrais dire que le cardinal, c'est une autorité que je respecte. Donc, même quand on n'est pas en accord sur certains aspects, je considère que le linge sale se lave en famille. Oui, dans la famille catholique, quand on a des divergences, je vais aller chez lui, peut-être si j'ai mal fait, je vais me confesser. Et de l'autre côté aussi, je pense que s'il a un point de vue, on peut échanger donc à porte fermée, mais je ne voudrais pas que nos divergences finissent
par être sur les plateaux de télévision. Bon, faisons ceci. Séparons la religion avec la politique. Nous nous taisons sur la religion parce que c'est là, je viens de l'église ce dimanche déjà. Parlons seulement sur son point de vue que la proposition de loi Tchani va amener la division. Non, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord sur la question de la division et je ne suis pas d'accord sur l'utilisation du terme congolité. Je vais m'expliquer. Congolité, c'est un terme péjoratif inventé par nos détracteurs qui veulent invoquer les mauvais souvenirs de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Et je vais dire que la situation que nous avons en RDC aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y avait 26% de la population au nord de la Côte d'Ivoire. 26%, c'était environ 7 millions d'habitants. Au nord de la Côte d'Ivoire et au sud du Burkina. On refusait à ces 7 millions d'habitants la nationalité ivoirienne en disant vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des Burkinabés. C'est ça qui a provoqué la guerre. Quand vous refusez la nationalité à 7 millions de personnes, c'est quand même beaucoup de gens, c'est tout un pays. Et cela ne peut pas impliquer pour ceux qui s'appellent Banyarwanda, c'est pas la même chose vers l'Est? Non, c'est pas du tout la même chose. Ici, dans le cas de la RDC, la loi Tchani que nous avons proposée avec Honorable Nsingi Poulou Servo Pichou ne refuse la nationalité congolaise à personne. Voilà. Bien au contraire, au lieu de refuser la nationalité à un ou deux Congolais, nous redonnerons la nationalité à 15 millions de Congolais. Je vais m'expliquer. Vous savez que la loi a deux composantes. D'une part, le verrouillage des postes de souveraineté. Et de l'autre côté aussi, le changement du principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise à celui de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Par ce mécanisme-là, tous les Congolais, surtout ceux qui sont dans la diaspora, qui ont perdu la nationalité congolaise, parce qu'ils ont opté pour la nationalité du pays de résidence pour être en mesure de travailler là où ils résident. Tous ces Congolais-là, nous allons leur redonner la nationalité. Ça veut dire qu'aucun Congolais ne doit perdre la nationalité congolaise. Ils redeviendront Congolais. Et ces Congolais sont estimés à combien? 15 millions d'entre nous. 15 millions d'habitants qui vont recouvrer la nationalité congolaise et qu'on va ajouter à la population actuelle de la RDC qui est de 107 millions d'habitants. Donc, vous voyez qu'au lieu de diviser, c'est nous qui réunissons. À travers cette proposition de loi, on va réunir les 15 millions et la population congolaise que nous avons aujourd'hui. Donc, on aura 107 millions plus 15 millions d'habitants. Donc, au lieu de parler de la division, moi je dirais, nous parlons de la réunification. Donc, c'est le contraire de ce que ceux qui soutiennent la thèse de la division sont en train de Donc, si je comprends bien, vous voulez aider qu'on redonne la nationalité d'origine à ces Congolais-là. Exact. Tous ceux qui sont des Congolais d'origine ne doivent pas perdre la nationalité congolaise. Même s'ils sont allés à l'étranger et qu'ils ont pris la nationalité américaine, française, belge, italienne et consorts, ces gens-là, ils restent toujours Congolais dans leur cœur. Ils n'ont jamais demandé d'ailleurs de renoncer à la nationalité congolaise. On les a mis devant le fait accompli en disant, tiens, vous voulez vous mettre en ordre dans le pays de résidence où vous prenez la nationalité pour être en mesure de travailler là-bas. Par conséquent, vous n'êtes plus donc Congolais. Moi, je pense que it's bologna, comme on dit en anglais. Pourquoi? Parce que ces gens-là restent Congolais. Et même quand ils ont ces nationalités étrangères-là, ça sert le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils donnent, ils gagnent un salaire, ils supportent leur famille dans les pays de résidence, ils gagnent de l'argent supplémentaire qu'ils envoient tous les mois par Western Union aux familles qui sont restées au Congo. Donc ce sont nos héros en réalité, des gens que nous avons envoyés à l'étranger ou qui sont partis d'eux-mêmes et qui sont au service du Congo. Donc, en leur redonnant la nationalité congolaise, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons des ressources humaines de qualité. Parce que tous ces Congolais-là, ils habitent des pays, la plupart des temps développés, où ils ont eu accès à l'éducation de qualité, où ils ont eu accès à l'expérience professionnelle de qualité, donc à des expertises bien spécifiques dans des domaines de qualité. Par conséquent, quand on va les reprendre, les réintégrer à la population congolaise, ce sont des ressources humaines qu'on peut utiliser pour le développement de notre pays. Ça, c'est un. Deux, il y a un autre avantage. C'est que là où ils travaillent, chacun de nous a épargné un peu de sous. Si on lui dit aujourd'hui qu'il est congolais et qu'il peut revenir chez lui sans restriction, il va amener cet argent-là pour investir au Congo. Ça va créer des emplois pour le peuple congolais. Donc, en plus de cela, le fait de se sentir encore congolais, ce sont nos ambassadeurs. Partout où ils sont, ils défendent le Congo. Dans tous les milieux, ils font du lobby pour le Congo. Par conséquent,
je ne vois que des avantages de cette mesure-là, de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise en reprenant ces Congolais pour qu'ils redeviennent Congolais encore comme avant. Voilà, mais il y a les gens qui disent que Dr Noël Tchani, ça c'est sa politique, parce qu'il sera candidat aux élections de 2023. Les statistiques et les sondages montrent que la majorité des Congolais qui sont à l'extérieur sont pour votre proposition de loi. C'est une façon que vous voulez gagner ces voix-là de tous les Congolais qui sont à l'extérieur si vous allez aux élections. Il faudrait que les gens fassent la distinction entre des intérêts personnels et ceux qui profitent au pays. À supposer que tous les Congolais de la diaspora votent pour moi. D'ailleurs, je voudrais vous remercier pour ça. Mais je cherche aussi à voir tous les Congolais de l'intérieur qui puissent voter pour moi. Pourquoi? Parce que quand ils comprennent qu'on va verrouiller les fonctions de souveraineté, jamais notre pays n'a été protégé comme ce que nous proposons à travers cette loi ici. Donc les Congolais de l'intérieur, j'essaie aussi de les gagner en proposant donc une loi qui, moi je pense, va faire la différence. Donc, abandonnons l'analyse qui est basée sur des aspects individuels et regardons ce que la loi apporte au pays en tant que République démocratique du Congo. Et je pense que grosso modo, cette loi est bonne pour les Congolais de l'intérieur, elle est bonne pour les Congolais de la diaspora, elle est bonne pour la République démocratique du Congo en tant que pays. Il y a ceux qui disent que la proposition de loi Tchani, c'est la main gauche du président Tshisekedi, que vous êtes dans une même cabale où vous faites ça pour éliminer les gens comme Moïse Katumbi, ceux-là qui veulent aussi devenir candidats. Donc Tshisekedi vous utilise, où vous devez faire passer cette loi-là pour finalement lui donner la passe comme il est votre frère Kassayan. Mais je pense que les gens font beaucoup d'amalgame. D'un côté, ils disent que je fais ça pour gagner les voix de la diaspora. Donc si je gagne les voix de la diaspora, c'est que je suis concurrent de Tshisekedi. Pourquoi est-ce qu'il m'utiliserait, moi qui suis son concurrent, pour faire passer une loi qui ne va peut-être pas lui profiter lui? Parce que si tous les Congolais de la diaspora votent pour Noël Tchani, ça veut dire que ça diminue donc les chances de Tshisekedi d'être réélu. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose aussi... Donc, vous voulez soutenir pour dire que comme lui aussi ne veut pas la loi, c'est parce que vous êtes son concurrent, c'est ça peut-être? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai voulu juste répondre à ces détracteurs en analysant à haute voix. Mais de l'autre côté aussi, Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Il a, à la présidence de la République, au moins 1000 conseillers. Il a un gouvernement d'au moins à peu près 60 membres. 60 membres du gouvernement. 57, oui, total. Il a un parti politique qu'on appelle l'UDPS, qui a aussi des millions de gens à l'intérieur. Quel est l'intérêt que quelqu'un comme ça, qui a tout ce monde-là, irait recruter quelqu'un qui n'est ni de l'UDPS, ni du gouvernement, ni parmi ses conseillers, pour faire passer une proposition de loi comme ça? Quel est l'intérêt qu'il a? Il n'a aucun intérêt. Par conséquent, je ne crois pas être le plus intelligent que Félix Tshisekedi a identifié, qui soit plus intelligent que tous ses collaborateurs, tous ses conseillers et tous les membres du gouvernement, tous les cadres de l'UDPS, pour penser que je suis la seule personne qui devrait faire passer cette loi. Mes amis, à un moment donné, il faut savoir donner du crédit aux autres. Mais alors, le crédit que je voudrais qu'on puisse me donner, c'est d'avoir imaginé quelque chose que je pense. Personne n'avait pensé à cela, quelque chose qui peut être utile à notre pays. Il n'y a personne qui me dicte ce que je fais. Je l'ai dit d'ailleurs à Jeune Afrique tout récemment. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas demandé à la Banque mondiale. Ils vont vous dire, toutes mes années, 30 années de carrière là-bas, je n'étais pas manipulable. Il est arrivé des moments où, quand je prends position, parfois la Banque mondiale n'est pas d'accord avec, ou beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Et je leur dis, je vais faire ça parce que je crois sincèrement que c'est ça qui est bien dans l'intérêt du pays. Au point de menacer de démissionner de temps en temps sur certains projets où tout le monde donc a dû reculer pour me laisser faire ce que je pense était bon pour ce pays-là. Donc, il n'y a personne qui me manipule. C'est Noël Tchani seul que vous voyez là, qui a conçu cette loi et qui voudrait qu'elle soit mise en œuvre dans l'intérêt de notre pays. Très bien. Je vais ouvrir la parenthèse. Vous dites qu'il y a des millions de gens de l'UDPS, il n'a pas besoin de quelqu'un comme vous. J'ouvre la parenthèse, mais nous avons vu l'Union sacrée hier, le 29. Ils sont venus pour lui. Mais vous dites que l'UDPS a des millions et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un de plus. Tout ce nombre, il peut vouloir vous avoir aussi. Moi, je ne connais pas cette histoire de l'Union sacrée là. Je ne connais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je voudrais simplement donc rester en dehors de ça. Je suis en dehors de ça.
Pour l'instant, il n'y a personne qui me dit que c'est que je... Vous n'avez pas signé la charte de l'Union sacrée. Je n'ai pas sacrée. signé la charte. On ne vous a pas approché pour la charte de l'Union sacrée. On ne m'a ni approché. Vous êtes fâché parce qu'on ne vous a pas approché. Non, pas du tout. Je ne suis pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé. Je vais vous dire une chose. Une raison personnelle qu'on ne peut pas savoir? Je vais vous dire d'ailleurs, je vois une évolution positive avec cette histoire de l'Union sacrée là. Okay. Donc je pense que tous les kabylistes, tous les tshisekédistes, tous ceux qui ont géré, les moboutistes, tous ceux qui ont géré et dont on connaît les résultats, ils se sont mis ensemble pour créer l'Union sacrée. Je voudrais saluer ça. C'est une famille politique. Et j'ai vu aussi qu'au Katanga, tous les mauvais gestionnaires ou tous les gens de nationalités douteuses, ils se sont mis aussi ensemble. Je souhaiterais que ce soit une famille politique. Et en face de ces deux familles politiques-là, je voudrais maintenant ma famille politique. La force du changement, j'arrive. La force du changement, composée des technocrates de haut niveau, des gens qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays, des gens d'une intégrité irréprochable et qui ont une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall. Si on a ces trois familles politiques, moi je pense qu'on aura donc un bon temps pendant les élections où chaque famille politique sera tenue de défendre une vision de développement pour permettre au peuple congolais de choisir. Alors, pourquoi parlez-vous de trois familles politiques? Parce que vous venez de dire que l'une des familles politiques, c'est le groupe des étrangers. Votre loi, la proposition de la loi Tchani, c'est pour verrouiller les postes clés pour notre nation, pour son intégrité et puis pour sa sauvegarde. Vous ne pensez pas que vous deviez parler de deux partis politiques, les gens de l'Union sacrée, avec vous, vous venez avec votre intelligence, vous les affrontez, que d'ajouter un troisième groupe des étrangers? Non. Donc vous combattez sur la proposition de loi Tchani? Non, ce groupe-là n'a pas que des étrangers. Ah bon? Il y a des Congolais parmi eux. Ce groupe-là, s'il est intelligent, au lieu d'aligner des candidats qui seront disqualifiés par la Cour constitutionnelle, ce groupe peut choisir d'aligner un candidat de père et de mère qu'ils vont soutenir, qui répond donc à leur philosophie, à leur, si je peux dire, idéologie. Et ce groupe, ce candidat-là pourra être le représentant de ce groupe des étrangers ou des gens de nationalité douteuse. Mais lui, le candidat, sera un Congolais de père et de mère. Donc, c'est comme ça que les familles politiques se forment. Donc, je vois bien ce groupe du Katanga sortir un candidat. Le groupe de l'Union sacrée, ils ont déjà choisi leur candidat. Et le groupe de la force du changement et allié que moi je représente, sortir un candidat. Et ces trois candidats-là, je pense que ça ferait donc une bonne compétition électorale, tant au niveau de la présidence de la République qu'au niveau de la députation nationale et provinciale. Et moi, je tiens à la réforme de la vie politique au Congo. On ne peut pas continuer à avoir un pays où il y a 857 partis politiques. Je crois que ces regroupements-là, dans des plateformes de ce genre, ça permet de réduire de 857 partis politiques à 3 partis politiques, c'est-à-dire l'Union sacrée, le groupe là des mercenaires au Katanga, mais aussi la force du changement. Pourquoi vous appelez le groupe des mercenaires du Katanga? Ce sont des jetons, comme on dit, aux Obogamabanga. Non. Vous les appelez groupe des mercenaires, pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers. Vous avez vu un monsieur là qui s'appelle Matata aller sur France 24 vilipender la proposition de loi Tchani. Mais il a dit que les M23 sont des Congolais. J'arrive. Oui. Mais je sais pourquoi il le dit. Pourquoi? J'ai répondu à Matata comment? Parce qu'il va vilipender la proposition de loi pour protéger la souveraineté nationale sur les télévisions étrangères. Mais nous savons que Matata fait tout le bruit là. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi dans le cadre des détournements de fonds publics dans le cadre du projet de Bukangalonzo. Rien que Bukangalonzo. Quand vous dites rien que Bukangalonzo, il y a beaucoup. Il y a plusieurs projets. Mais rien que Bukangalonzo, voilà. On lui reproche d'avoir englouti pratiquement 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Moi, j'ai visité Bukangalonzo. J'ai trouvé il n'y a que des brousses là-bas. Vous regardez donc, l'œil va jusqu'à l'infini. Il n'y a que des brousses. On devait développer un parc agro-industriel. Deux de mes ancêtres. Si on avait développé ce parc agro-industriel, on aurait assuré l'autosuffisance alimentaire. Donc, êtes-vous de ceux-là qui disent que lui aussi il doit être d'origine rwandaise ou burundaise? Non, j'arrive. Il n'y a pas que Noël Chan qui le dit. Mais moi, j'ai vu les déclarations faites par notre ancien Premier ministre. Lunda Bululu a dit que pendant qu'il était Premier ministre, il avait reçu une délégation rwandaise dont le chef de la délégation était Matata Ponyo. Une délégation rwandaise? Une délégation rwandaise. Comment est-ce qu'on part un Congolais à une... Comment est-ce qu'on part de Rwandais pour devenir Congolais et devenir même Premier ministre d'un pays et vouloir même être président de la République? C'est pour ça que j'ai dit à mes compatriotes, réveillons-nous. Toute
personnes qui s'opposent à la loi Tchani. La loi Tchani ne vise qu'à protéger la souveraineté nationale. Dites-nous en quoi la loi Tchani va profiter aux Congolais. Ici, j'aimerais que vous ayez votre temps. Dites-nous comment cette loi-là peut nous aider, nous. Je vais expliquer. Les Congolais. Mais toute personne que vous voyez qui s'oppose à la loi Tchani, qui dit qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas opportune, mais cette personne-là, en réalité, soit c'est un corrompu, il a été corrompu par des gens qui sont des infiltrés et qui veulent s'infiltrer au sommet de l'État. Oui. Soit cette personne-là lui-même est de nationalité douteuse. Et regardez-moi dans ce cas ici où on parle de Matata Pogno. Ce n'est pas moi qui le dis. L'ancien Premier ministre Lunda Bouloulou l'a rencontré et nous confirme que Lunda Bouloulou est vivant, je pense. Je dois les chercher. Si quelqu'un a le numéro de Lunda Bouloulou, vous me les passez pour qu'on lui fasse aussi une interview. Voilà. Peut-être qu'il pourra nous dire quelque chose. Il peut donner des clarifications parce que moi je n'ai pas des éléments. Mais Lunda Bouloulou a dit qu'il avait reçu, lui en tant que Premier ministre de la RDC, c'était la RDC ou du Zaïre, de la RDC, il avait reçu une délégation rwandaise conduite par Matata Pogno. Comment est-ce que cette personne est devenue congolaise? Et à partir de quel moment? Voulez-vous dire alors que quand il dit que les Banyarwanda sont, les M23 sont des Congolais, il y a une politique là-bas, il veut couvrir ses frères, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais je viens de dire tout à l'heure là que ces déclarations ou les déclarations de Lunda Bouloulou démontrent clairement qu'il doit être rwandais. C'est ça que ça veut dire. Alors si les Rwandais, les M23 et consorts, ce sont des supplétifs du Rwanda qui sont placés au Congo pour pouvoir gêner notre souveraineté nationale et réclamer des terres ici. Oui, là vous avez raison. Même Kagame lui-même l'a dit clairement sans cacher les mots. Que leur groupe, ils travaillent en groupe pour arriver donc à mettre fin à la souveraineté de la RDC. Mais la question. Donc, maintenant, la question que vous m'avez posée, en quoi la loi que nous proposons va nous aider. Tout le monde est conscient que depuis un certain temps, depuis 1994, la RDC est envahie par les armées du Rwanda, du Ouganda, du Burundi. Oui. Il y a eu d'autres armées qui sont venues pour aider, pour combattre ces rebelles-là. C'est les armées de Zimbabwe, d'Angola, d'Afrique du Sud, Namibie et consorts. Mais toutes ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde, venues dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC et la MONUSCO. Tous ces gens-là, ils sont venus sur le sol congolais, ils se sont accouplés avec des femmes congolaises ou avec des hommes congolais. Il y a eu des forces, des viols ou des mariages normaux. Et il y a eu des enfants. On estime environ 5 millions d'enfants qui sont nés de ces combinaisons dangereuses, là, si je peux dire. Maintenant, ces 5 millions d'enfants, ils sont congolais au même titre que vous et moi. C'est-à-dire, ils ont un parent congolais, un parent étranger. On les accepte, ce sont les nôtres, ce sont nos enfants. Mais ce que nous disons, c'est que ces enfants ne peuvent pas être loyaux à 100% à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que si on les met dans des fonctions de souveraineté, ils seront dans une situation de conflit d'intérêts, où ils doivent décider soit en faveur du Congo, soit en faveur du Rwanda, de leur père, ou de l'autre pays de leur père, ou de leur mère. Par conséquent, ils ne peuvent pas prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt supérieur du peuple congolais et de la RDC. Ils pourraient même, s'ils arrivent à des fonctions comme président de la République, comme Kagame est en train de réclamer des terres à l'Est, mais ils peuvent dire, finalement, je vais couper une partie du Kivu, donner donc à ma mère ou à mon père. Donc, c'est une situation de conflit d'intérêts qui ne peut pas être dans l'intérêt de la RDC. Nous disons que tous ces enfants-là, pendant qu'ils sont les nôtres, et on les aime tous, et on les accepte tous, ils peuvent tout faire dans notre pays, ils peuvent occuper des fonctions telles que président de club de football, ministre des sports, ils peuvent être des hommes d'affaires, des professeurs, des médecins. Pendant qu'ils peuvent faire toutes ces fonctions-là au même titre que tous les Congolais, nous disons, pour leur éviter d'être dans une situation de conflit d'intérêts, on va réserver les postes de souveraineté exclusivement aux Congolais nés des pères et des mères congolais d'origine. Pourquoi? Parce que ces Congolais-là n'ont pas d'autre loyauté qu'à l'égard de la République démocratique du Congo. C'est ça la justification de la loi. C'est pour préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et nous donner des peace of mind, la paix de l'esprit, de rester calme en se disant que notre pays sera toujours dans des bonnes mains. Ça, c'est le premier volet de la loi. Voilà. Il y a le deuxième volet qui est le principe de l'exclusivité contenue dans la Constitution actuelle. Nous voulons changer cela pour redonner la nationalité à tous ceux qui ont perdu la nationalité et qui sont des Congolais d'origine, à travers le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des avantages à ce changement-là, des avantages au changement sur
sur la nationalité congolaise qui deviendrait donc irrévocable. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on reprend nos ressources humaines que nous avons perdues bêtement avec une constitution qui dit que quand vous prenez un papier étranger, vous n'êtes plus congolais. Nous allons aussi faire un papier qui dit vous êtes congolais jusqu'à la mort. On ne peut pas vous arracher la nationalité congolaise. Voilà. Voilà grosso modo l'essentiel donc de la loi que nous proposons. Mais rentrons maintenant là-dessus. Avec ce que vous dites là sur la loi Tchani, dites un peu aux Congolais, parce que nous sommes confus, hein, ceux qui sont dans la diaspora, à l'intérieur du pays. Où en sommes-nous maintenant? La loi, elle va passer, elle ne va pas passer, elle est où? Elle sera débattue, elle ne sera pas débattue. Où est-ce qu'elle est? Où en sommes-nous? Pour que les gens aient quand même une idée. Il faut que les compatriotes comprennent le processus de traitement des lois. Quand une loi émane donc d'un citoyen ordinaire, comme c'était dans ce cas ici, moi en tant que je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je n'ai même pas un poste au niveau donc, des institutions de la République, je suis un citoyen ordinaire. Quand j'ai conçu la loi, il fallait que la loi soit endossée par un député national qui va la sponsoriser. Il y avait plusieurs députés nationaux qui étaient candidats pour pouvoir endosser la loi. Nous avons choisi de travailler, j'ai choisi de travailler avec Singhi Pouloulou, Sergo Picho, parce que j'ai trouvé que c'est un monsieur qui est droit et qui n'est pas manipulable. Il a plus ou moins le même caractère que bon. Il n'est pas manipulable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il va faire ce qu'il pense donc est bon dans l'intérêt du pays. Donc on a pris Singhi Pouloulou qui a rélu la loi. Mais ça a été rejeté pour la première fois. J'arrive. Qui a rélu la loi, qui est allé la déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des procédures. C'est-à-dire, moi en tant que profane, qui ne suis pas député, qui ne suis pas juriste, quand j'ai conçu... Vous pouvez aussi ajouter les lingala pour que les gens vous écoutent. Hein. S'il y a un lingala qui pouvait ajouter un mot, ça va beaucoup mieux. Même les Tcholoba aussi pouvaient ajouter, même les Swahili, même les Kikongo. Soyez à l'aise. Il n'y a pas que ceux qui sont intellectuels, même ceux-là qu'on a privé les études à cause du système, qui n'ont pas pu étudier, voudront aussi capter même un petit message de votre part. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, la loi a été déposée par Singhi Pouloulou à l'Assemblée nationale, officiellement. L'Assemblée a pris la loi, a déposé dans les mains du bureau d'études, qui doit étudier pour voir si toutes les caractéristiques d'une proposition de loi sont satisfaites. Et la proposition de loi, le bureau d'études a fait des recommandations. Moi, je n'étais même pas au courant qu'on avait rejeté ça. Apparemment, Singhi Pouloulou avait été notifié. Mais quand on l'a notifié, on lui a dit, voici des choses qu'il faut modifier. Si vous modifiez ces choses-là, nous allons pouvoir réexaminer. Nous avons refait la loi, nous avons mis à jour certaines choses. Si vous regardez bien au début, on parlait simplement de verrouiller tel poste. Mais dites-nous un peu, pouvez-nous nous énumérer? Je vais énumérer tous les postes. Maintenant, on a énuméré beaucoup de postes. Les postes, ils sont... Parce que France 24 dit qu'il y a plus de 300 postes. Oui, j'arrive. Les postes verrouillés sont président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, Premier ministre et le ministre régalien, c'est-à-dire Finances, Justice, Défense, Intérieur, Affaires extérieures, Affaires étrangères. Les hauts magistrats de la République, c'est-à-dire des gens comme le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour constitutionnelle, le procureur général de la République, il y a toute une série de listes là dans le domaine judiciaire. L'administrateur de l'Agence nationale de l'enseignement, l'ANER, le directeur général de la DGM, de la Direction générale des migrations, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le haut commandement militaire de l'armée, tous ces généraux-là qui font la guerre, le chef d'état-major, tout le monde. On les envoie au front, vous entendez qu'ils ont changé de camp, ils sont devenus rwandais. Donc on va verrouiller tout ça. Le haut commandement du commissariat général de la police nationale. La police nationale aussi. Les généraux aussi au niveau de la police nationale. Les gouverneurs des provinces et leurs adjoints. Les gouverneurs des provinces et leurs adjoints. Il y en a 26 gouverneurs de provinces plus leurs adjoints. Et les ambassadeurs. De la République démocratique du Congo. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ils représentent le chef de l'État. On a verrouillé le chef de l'État, il faut aussi qu'il soit verrouillé pour être représenter le chef de l'État. Donc, c'est dans les ambassadeurs. Maintenant, au-delà de tout ça, on a verrouillé aussi les épouses et les époux de tous ceux qui sont dans ces postes. Les époux et les épouses. Dans ces postes de souveraineté. Et je vais vous expliquer la logique. Oui, allez-y. La logique, c'est que
Si on a un chef d'État qui est des pères et des mères, mais qui a une femme ougandaise à côté de lui, tous les jours, il dort à côté de cette femme-là. C'est la première conseillère de la République. Et la famille de la femme est aussi dans cette maison-là. La femme est dans cette maison-là. Pour prendre des décisions, ce chef de l'État va se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts qu'on a voulu éviter avec des pères ou des mères. Voilà. Par conséquent, il ne peut pas prendre des décisions qui aillent à l'encontre du pays de sa famille. Voilà. On se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts. Pour éviter ça, on s'est dit, on sait que chacun de nous est libre d'aimer qui il veut, d'épouser qui il veut. Mais si tu veux devenir président de la République, nous avons 107 millions d'habitants, dont 60% sont des femmes. Il y a des très belles femmes au Congo. Oui. Trouvez une femme parmi nous, épouser une Congolaise, vous avez donné du travail à une Congolaise. Au lieu d'aller donner donc à une Allemande ou bien une Française. Ou bien une Burundaise ou Rwandaise. Donc c'est ça la logique. Donc, mais nous ne sommes pas des gens qui refusent aux Congolais d'aimer qui ils veulent. Oui. Vous pouvez aimer qui vous voulez. Vous pouvez vous marier à qui vous voulez. Mais quand vous aimez et vous vous mariez à ces gens-là d'autres pays, sachez que vous pouvez tout faire. Les femmes que vous allez nous amener, on les aime et nous allons même les appeler les belles sœurs nationales. On les aime, mais simplement, vous pouvez tout faire, sauf on ne va pas vous mettre dans une situation de conflit d'intérêts à l'égard du pays de votre femme. Donc là, on vous a dit les bourgmestres, là, ce n'est pas vrai. Hein? On ne va pas verrouiller les bourgmestres. Bon, la proposition que nous, on a faite, c'est limite à ce que je viens d'énumérer. Mais il est possible qu'au niveau de l'Assemblée nationale, parce que beaucoup de gens sont conscients que nous sommes infiltrés à tous les niveaux. S'ils veulent descendre jusqu'au niveau des bourgmestres, et ainsi de suite, ce serait, je ne pourrais qu'applaudir. Mais ce que nous avons proposé, c'est ces postes-là qui sont dans les environs de 250 à 300 postes pour toute la République. Que les Français ont appelé une bombe. Allons-y, évoluons. Une bombe, pourquoi est-ce que c'est vous allez en venir là-bas, mais vous n'avez pas fini. La loi a été remise, vous avez arrangé. On a arrangé, on a intégré les commentaires qui étaient faits par le bureau d'études. Et nous sommes retournés, on a redéposé la loi. Où en sommes-nous maintenant? Maintenant, le bureau a dit que la loi a été programmée. La loi est programmée maintenant pour débat. Pour quand? Pendant cette session ici. La session part du 15, nous sommes quand? Le 15 mars. Au 15 mars. Du 15 mars au 15 juin. Donc la loi sera débattue pendant cette période. On ne sait pas quel jour encore. On ne connaît pas quel jour. Mais moi, je pense que ça va intervenir au courant du mois de mai 2023. Oui, parce que le mois d'avril est presque fini de toute façon. Oui, je pense que ça va intervenir donc incessamment. Donc, mais nous avons aussi appris qu'il y avait les corps diplomatiques qui étaient à mettre la pression chez Mbosso. On a dit qu'ils sont partis chez le président Tshisekedi. On a parlé de vous dans les médias Israël, États-Unis pour dire que vous créez la division. Monseigneur Ambongo en a parlé. J'ai vu tous ces ambassadeurs-là de l'Union européenne. D'abord, je voudrais vous dire que quand on avait commencé ce processus, j'avais rencontré les ambassadeurs de l'Union européenne. Et je leur avais expliqué de quoi il s'agissait. Et je suis surpris parce qu'à l'époque, ils m'avaient dit qu'ils ne voyaient rien de mauvais dans ce que je proposais. Parce que je leur avais dit, quel est ce pays européen-là qui voudrait accepter Noël Tchani comme candidat à la présidence? Aucun pays ne peut accepter. Donc, ils ne peuvent pas venir nous demander à nous de faire des choses qu'eux, ils ne peuvent pas faire chez eux. Je suis surpris qu'ils aillent donc s'agenouiller devant le bureau, dans le bureau du président Mbosso pour lui demander de ne pas aligner la loi. C'est antidémocratique. Ils ne peuvent pas demander à une assemblée nationale, l'émanation du peuple congolais, de faire des choses que le peuple demande pour plaire donc à des Occidentaux. Mais s'il y a la corruption à l'Assemblée, parce qu'on nous a aussi dit que vous, votre problème avec Katumbi, c'est parce qu'il voulait t'embaucher, il te propose moins d'argent. Je vais te dire quoi. Donc, Katumbi, ma valeur à moi, là, elle n'est pas estimée en termes d'argent. Katumbi ne peut pas me corrompre. Quand on termine l'interview, je vais vous présenter quelque chose que j'ai dans ma bibliothèque ici. Un livre qu'un compatriote a écrit sur Katumbi. Le titre du livre, c'est L'art des pieds propres. L'art des pieds propres. Où on présente Moïse Katumbi avec toutes les affaires qu'il a fait à la République démocratique du Congo. Quand j'ai lu ce livre... Donc il a pillé au fait, ce n'est pas son argent. Il n'a pas pillé, il a pillé, sérieusement. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu mal au ventre. Je me suis dit, mais mon pays est pillé à ce point-là. C'est inadmissible. Donc, je ne reçois pas... Je vais vous dire une chose. Vous voyez Noël Tchani que vous voyez là. J'ai fait 10 ans dans les banques commerciales à New York. La JP Morgan Chase, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous savez ce que c'est.
C'est la plus grande banque dans le monde. Mais parce que les gens disent que Oza Yuma, Yo Moni, Noël Chanazo, Salam Salate, Azana Kisasa, il ne fait rien. Comment il vit, comment il paye les loyers, comment il mange, il a un véhicule, il se déplace comment. Azouagambongo peut-être à Kisekedi ou bien Azan un problème dans Moïse pour les amouquer au bateau proposé. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans les banques à New York pendant 10 ans. Parmi ces banques-là, la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque dans le monde. Oui. On m'a appris les règles d'éthique. Je connais comment éviter les conflits d'intérêts. Oui. Je connais qu'il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire pour être un professionnel intègre. Après avoir terminé là, je suis allé à la Banque mondiale. J'ai fait 30 ans à la Banque mondiale. J'ai appris les mêmes règles d'éthique là. Voilà. Donc, j'ai intériorisé certaines façons de travailler qui ne sont pas des façons congolaises. Je suis très sensible aux questions de corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles. Et je vous répète, mes chers compatriotes, regardez-moi en face. Je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais reçu un seul centime de la part de qui que ce soit pour faire quelque chose qui ne réponde pas à ce qui doit être fait. Katumbi ne m'a jamais corrompu, il ne me corrompra jamais et je n'ai pas besoin de son argent. Voilà. L'argent qu'il a acquis de ma façon malhonnête, là, je vois comment on distribue ça à gauche à droite. Ça va finir d'ailleurs. Ça va finir pourquoi? Parce que quand l'argent mal acquis... Mais Kamitatou dit que vous les suivez. Ils sont de la classe de noblesse. Hein. J'ai lu un tweet comme ça. J'ai lu ce tweet là. Oui, quelque chose comme ça. Que vous étiez en train de vous approcher. Des nobles. Congolais. Je voudrais dire à Olivier Kamitatou, au Congo là, tous les Congolais sont les mêmes. Si lui pense qu'il fait partie d'une classe différente des nobles, et que nous, les Congolais, nous sommes des esclaves. Parce que quand on a des nobles, on a aussi des esclaves. Donc, nous, les Congolais, nous sommes des pauvres, nous sommes des esclaves. Voilà. Je voudrais déplorer ce langage-là. Voilà. Donc, ce camp-là, je crois qu'il se considère. Ce sont les mêmes personnes-là qui vont sur les France 24 et RFI pour dire que la loi de Chani, c'est une loi raciale. Mais vous avez déjà vu un parti politique qui parle du racisme dans un pays où tous sont des métis. Et quand vous regardez le leadership de ce parti ensemble là pour la République, tous ce sont des métis. Voilà. Ils se considèrent eux d'une autre classe, de nobles par rapport à nous les esclaves congolais. Mais ils sont noirs, les métis sont des noirs, non? Ils n'ont pas honte, apparemment ils ne se considèrent pas comme des noirs. Quand ils considèrent que lui il est noble, donc c'est que nous autres les noirs, nous sommes les damnés de la terre. Voilà. Je voudrais déplorer ce langage là. Mais je voudrais lui rappeler que tous les Congolais sont les mêmes. Et nous on les accepte, même eux qui sont des métis. Voilà. On les accepte. Voilà, nous sommes toujours live, on s'excuse là, c'était un problème d'électricité, nous sommes bons, nous continuons. Ici, nous posons toutes les questions, il nous reste pratiquement, je dirais, une quinzaine de minutes. Mais on dit aussi que le problème des... Il y a aussi des intelligents qui ne sont pas de père et de mère. Il y a des gens très intelligents. Est-ce qu'il faut seulement être de père et de mère pour diriger le Congo? Je répète que la loi Chani ne refuse personne. Voilà. Nous voulons mobiliser toutes les ressources humaines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous voulons réunifier le Congo, prendre les Congolais de la diaspora, les ajouter aux Congolais de l'intérieur. Dans les Congolais, nous avons les Congolais des pères et des mères, les Congolais des pères ou des mères, des étrangers naturalisés congolais ou des apatrides, c'est-à-dire des enfants chinois ou japonais ou de n'importe quel pays qu'on a ramassé dans la rue, on ne connaît pas d'où ils viennent, ils sont sur le sol congolais, on les accepte comme congolais. Nous voulons que chacun évolue dans un secteur où il peut apporter une contribution positive au développement du pays. Donc on accepte tout le monde, on ne refuse personne. Nous disons simplement que pour des raisons de loyauté au pays, pour sauvegarder notre souveraineté nationale, notre indépendance nationale, le Congo doit être géré dans certains postes par des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à l'égard du pays, c'est-à-dire les Congolais des pères et des mères. Mais tous les autres, là, on reconnaît qu'ils peuvent être très intelligents, ils peuvent être très brillants. Voilà. S'ils sont intelligents, qu'ils évoluent dans des secteurs qui sont bien spécifiques et qui leur sont ouverts. Je donne l'exemple. Moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant pratiquement 40 ans. Et on dit que vous êtes américain de toute façon. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais cette allégation a été faite avant les élections de 2018. Et il y a eu des enquêtes qui étaient menées. La Cour constitutionnelle, la CINI, la DGM, tout, ils se sont réunis et ils ont trouvé que c'était des allégations qui étaient fausses. On dit que vous avez laissé vos enfants là-bas, vous venez nous embrouiller ici au Congo. J'arrive.
mon fils est là, vous voyez. Oui. Donc si j'ai d'autres enfants qui sont aux États-Unis, c'est normal, ils sont nés aux États-Unis, ils étudient aux États-Unis, je ne peux pas donc remballer tout le monde pour dire. Bien compris. Moi, je ne fais que poser les questions. Ce sont des arguments. C'est important pour c'est des arguments des gens qui sont faibles. Les auditeurs. Donc, les enfants peuvent étudier, tout parent voudrait que ses enfants puissent étudier. Très correct. S'ils sont dans un système où ils peuvent étudier, acquérir des connaissances, je vais vous dire qu'ils finiront par venir au Congo. Parce qu'ils sont des pères et des mères. Ils sont d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont même éligibles pour être président Donc leur maman n'est pas américaine, n'est pas... Elle est congolaise. Elle est congolaise, bien compris. Voilà. Ce sont des enfants des pères et des mères. On se limite là-bas, parce que ça c'est l'affaire familiale de toute façon. Nous continuons. Mais dites-nous un peu, une question. Il n'y a pas une semaine ici où on vous entend beaucoup, Katebe Katoto, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il a dit que vous mentez. J'avais accordé une interview. Il a dit que vous mentez. J'avais accordé une interview dans laquelle j'avais dit que quand j'avais rencontré Katebe Katoto en Belgique, il m'avait parlé, on avait parlé de beaucoup de choses, mais parmi ces choses-là, il m'avait parlé de l'histoire de sa famille. Et il m'avait dit que sa mère, à lui, Katebe Katoto, était une Congolaise de la tribu Bemba. Oh, c'est Bemba? Bemba. Ok. Oui, c'est Bemba. Et que sa mère avait dans la maison une bonne domestique. Voilà. Qui était Bemba aussi, mais de la Zambie. Qui venait, qui travaillait chez eux. Il s'est fait que, je n'aime pas parler de ces choses-là parce que je suis mal à l'aise, mais il s'est fait que c'est cette bonne-là qui est la mère de Katumbi. Voilà. Par conséquent, lui, Katebe, c'est notre compatriote, c'est un Congolais de par sa mère. Et que j'avais bien compris que Katumbi avait la mère zambienne. Et le père, qui est le même père que Katebe, qui était grec, italien, israélien. Israélien, oui. Et j'avais dit que Katumbi n'est pas Congolais. Dans tous les sens possibles. Dans tous les sens possibles. Ouais, c'est son frère, son demi-frère qui est quand même de la maman. Aujourd'hui, je pense, si vous voyez la vidéo de KTP, vous voyez bien qu'il est mal à l'aise. Il parle, il ne peut pas regarder la caméra. Il parle voilà. comme ça. Comme vous regardez là-bas la caméra. Voilà, on lui a demandé d'aller démentir ça. Il est venu pour démentir, mais pour démentir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il veut des preuves de photos. Il dit, je ne connais pas Noël Tchani, je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais moi, j'étais choqué parce que je l'ai rencontré pas une fois, 3 fois successivement. Oh, c'est 3 fois? 3 fois successivement. Il est venu me voir à l'hôtel Conrad à Bruxelles. Il est venu me voir à l'hôtel Zoom à Bruxelles. Voilà. Et on s'est rencontrés à l'hôtel Montgomery à Bruxelles. Donc si vous allez à ces hôtels-là, avec les caméras, vous les verrez. En plus de cela, il m'a invité chez lui à la maison. Donc vous connaissez chez lui? Non, je ne suis pas allé. Okay. Il m'a invité, il m'a dit qu'il habite à Anvers. Il a demandé que je puisse le voir, aller lui rendre visite là-bas. Malheureusement, j'ai voyagé le jour suivant aux États-Unis, donc je n'avais pas de temps pour aller chez lui. Et vous l'avez vu dans quel cadre? C'était juste l'amitié congolais? C'était au moment où j'arrangeais le rendez-vous entre M. Katumbi et Etienne Tshisekedi. C'est moi qui ai introduit Katumbi à Etienne Tshisekedi. Donc c'est vous? C'est moi qui l'ai introduit. Mais là j'ai une question pour vous. Une preuve. Donc vous avez introduit... Bon, allez-y d'abord avec la preuve. J'ai même une preuve. Le jour que je devais introduire Katumbi à Etienne Tshisekedi, je l'ai appelé au téléphone, j'ai appelé Etienne Tshisekedi, je lui ai dit, je rentre aux États-Unis demain, je n'ai pas le temps de venir vous revoir encore, mais il y a M. Katumbi qui est ici, qui souhaiterait vous voir. Etienne Tshisekedi, vous connaissez comment il était, non? Il a dit non, je ne suis pas ministre là, je ne veux pas le voir. Il avait refusé? Je lui ai dit non, s'il vous plaît, vieux. Ça, je suis très d'accord qu'il aurait refusé. Je vais vous expliquer pourquoi il faudrait le voir. Je lui ai donné toutes les raisons. Et pour m'assurer que le message était arrivé, j'ai écrit un mémorandum. J'ai écrit un mémo adressé à Etienne Tshisekedi venant de moi, Noël Tchani, en disant j'ai rencontré Katumbi, voici de quoi nous avons parlé. Voici pourquoi je recommande que vous puissiez donc le recevoir. Donc vous et Moïse, vous vous connaissez? Mais bien sûr. Alors maintenant, on s'est reconnus pendant cette période-là. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, il fallait lui faire arriver le mémorandum. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le frère du président actuel. Son frère s'appelle Roger Tshisekedi. Je lui ai dit, Roger, est-ce qu'on peut se voir? Donc le frère du président Tshisekedi actuel. Oui. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous demander un service? Il m'a dit lequel? Je lui ai dit, bon, je voudrais qu'on se voit, j'ai un mémorandum à transmettre au vieux, c'est tellement confidentiel, je ne peux pas donner à n'importe qui, est-ce que tu peux, on peut se voir? Il m'a dit, oui, j'arrive, tout de suite, à mon hôtel. Il est venu à mon hôtel, j'ai pris le mémorandum, j'ai donné. Vous l'avez remis. Et j'ai appelé le vieux pendant que j'étais avec Roger. Je lui ai dit, tout ce que je vous ai dit là, j'ai mis ça par écrit, Roger va vous amener ça.
Et je suis parti aux États-Unis. C'est comme ça que Etienne Tshisekedi a rencontré Katumbi. Donc vous faites rencontrer un étranger au fils du pays. Donc quelle intention vous aviez de les mettre en contact? Parce que maintenant, aujourd'hui, vous travaillez pour la proposition de loi Tchani. Mais en même temps, vous avez pris ces étrangers-là pour les amener aux Congolais et de les mettre en collaboration. Vous pouvez nous expliquer un peu? Je ne suis pas un xénophobe. Ouais. Je n'ai rien contre les étrangers, voilà. contre les Congolais, moitié-moitié, voilà. ainsi de suite. S'il faut faire quelque chose qui soit dans l'intérêt du pays, je peux faire appel à n'importe qui. Voilà. À un étranger, à un Congolais apatride, à un étranger naturalisé congolais. Mais avez-vous donné les photos à Katebe Katoto? Parce qu'il en a besoin. Il veut les preuves que vous étiez ensemble avec lui. C'était ça la question en fait. Oui, mais on a pris une photo avec Katebe Katoto. J'ai pris cette photo-là, je l'ai publiée aussitôt qu'il avait nié. Voilà. Et la photo a fait donc le tour de toute la planète. Donc, il y avait des photos avec lui, Katebe Katoto, prises à l'issue de ces réunions-là. Il y a une photo que j'avais prise avec Katumbi. Et Katumbi m'avait supplié, m'avait dit, s'il vous plaît, il ne faut pas publier cette photo-là. Pourquoi? Parce qu'il était gouverneur encore. Il était encore gouverneur. Ah, ok, je vois. Il ne veut pas que les autres puissent interpréter ça donc mal. Par conséquent, je n'ai jamais publié. Je suis quelqu'un qui donne, quand je donne la parole. Non, mais la photo est aussi là. Cette photo est là, mais celui qui l'ont publié la semaine dernière. J'ai vu Kamitato a publié. Non, il y a eu aussi une photo avec Katumbi. Ils ont publié pour embrouiller les gens, pour brouiller les pistes. Soit disant que c'était à une réunion où tout le monde prenait des photos avec tout le monde. C'est faux. Les photos avec Katebe étaient prises à l'issue des réunions que j'ai eues, moi, Noël Tchani, avec Katebe Katoto, où on n'était que deux. Mais peut-être aussi, il faut comprendre votre frère Katebe Katoto, peut-être c'est aussi à cause de l'âge, ça peut arriver qu'il a oublié. Ça, je peux comprendre. Oui, il peut avoir oublié, il a rencontré beaucoup de gens dans la vie. J'espère qu'il est en bonne santé, j'ai vu qu'il était fatigué. Oui. Bon, je lui souhaite un rapide rétablissement. Oui. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai voulu juste mettre la pendule à l'heure. Voilà. Je n'accepte pas les mensonges. Dire qu'il ne m'a pas connu, qu'il ne m'a jamais rencontré, c'est faux. On s'est rencontrés 3 fois. Voilà. Et la photo, je l'avais publiée seulement dans ce contexte-là parce qu'il m'a mis au défi en disant qu'il fallait nécessairement que je puisse publier la photo. Si on avait pris une, j'ai publié la photo et ça s'arrête là. Mais j'en profite. Je sais que nous sommes à la fin de l'émission. On est presque là à 1 heure dans quelques instants. Là. Mais une question. Parlez-nous parce que nous sommes ici chez vous. Le M23, les EAC. Avant d'y aller, vous avez posé une question importante, il faut que je réponde. Oui, allez-y. Vous avez demandé, il y a des gens qui se posent des questions, mais Noël Tchani, pour comment il vit. Oui, vous avez échappé à la réponse, vous n'avez pas voulu répondre. Non, je vais répondre, c'est une question. Ok, allez-y, nous vous écoutons. Je veux que les gens sachent que ce Noël Tchani a travaillé pendant 10 ans à New York, à la JP Morgan Chase. Quand vous avez fait 5 ans à JP Morgan Chase, ça veut dire que on appelle ça vested, comment ça s'appelle? Je connais. Pension, quelque chose comme ça. Quand vous atteignez un certain âge, on vous paye. À la fin, c'est une sorte de pension. J'ai ça. Mais en plus de ça, j'ai passé 30 ans à la Banque mondiale. Avant de venir me présenter ici, j'étais directeur résident de la Banque mondiale. J'ai vu que certains illettrés qui disent que j'étais huissier à la Banque mondiale, ça m'a fait rire. Donc j'étais directeur résident à la Banque mondiale. Et au moment où je devais revenir au Congo, la Banque mondiale m'a dit on va vous donner la retraite anticipée. Je n'avais pas atteint l'âge de la retraite. Ils m'ont donné une retraite anticipée. Ça veut dire mon dernier salaire à la Banque mondiale. On me le conserve chaque mois jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Je suis à Kinshasa et j'ai un salaire américain. Payé au même titre que les hauts fonctionnaires qui sont aux États-Unis. Je suis mieux payé que les ministres congolais. Donc je veux que tout le monde sache ça maintenant. Je n'ai jamais parlé de ça, mais parce qu'il y a des gens qui parlent, qui disent de n'importe quoi. Il faut qu'ils sachent que je n'ai pas besoin d'argent. Je peux vivre correctement jusqu'à la fin de ma vie. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me soudoyer avec un centime parce que je n'en ai pas besoin. Donc, docteur Noël Tchani est en train de répondre directement pour dire, lui ne peut pas être corrompu par les gens comme les Katumbi ou l'argent de la présidence qui se donne l'argent. Donc, vous foutez votre doigt dans l'œil. Il est responsable. Voilà les termes que moi j'ai pu utiliser et que ça va. Voilà. Maintenant, une autre question avant que je finisse parce que vous êtes là. M23, EAC, qu'en dites-vous? Je vous pose, donc je vais seulement vous entendre. Nos spectateurs vont écouter les EAC, le M23. De toute façon, dites-nous d'abord, est-ce que les M23 sont des Congolais? Faut qu'on commence d'abord par là.
Bon, je ne connais pas ces gens-là, Okay. mais tout ce que nous savons, c'est qu'au fil des années, on a constaté que le Rwanda avait comme politique de créer des fausses rébellions contre la RDC. Voilà. De prendre l'armée rwandaise et de mettre devant quelques Congolais qu'ils achètent et pour qu'ils puissent servir donc de façade. Voilà. En réalité, le M23, c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais depuis plusieurs années. Maintenant, ce sont des terroristes. Voilà. Des violeurs de nos femmes. Donc vous avez le même langage que le président Tshisekedi. Ce sont les terroristes. Alors, j'avais commencé ça avant le président Tshisekedi. Voilà, on y va. Voir les déclarations que j'ai faites. Donc, alors, par conséquent, moi, je considère qu'il ne devrait pas y avoir de négociations avec les terroristes. Oui. Je crois qu'il faut en finir, il faut résoudre ce problème-là militairement. Donc vous contredisez aussi Matata Mponyo qui dit qu'il faut négocier avec les M23. Matata Mponyo c'est un infiltré, donc il défend la position de ses compagnons. Donc voilà, il dit qu'il défend la position de ses compagnons. C'est un infiltré. Voilà. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, on y va. On y va. Maintenant, en ce qui me concerne, je pense que sur le Rwanda, nous devons avoir deux objectifs. Ok, allez-y. Nous n'allons pas nous faire respecter en tant que pays, en tant que peuple. Tant que les solutions sont trouvées dans des laboratoires où on négocie, où on donne aux rebelles, aux rebelles donc ce qu'ils demandent, on les intègre dans l'armée et puis après ils se retournent contre nous. Je dis que nous devons avoir des objectifs. Le premier objectif de la RDC devrait être de détruire la capacité militaire du Rwanda. Voilà. Tant que nous n'avons pas attaqué le Rwanda et que nous n'avons pas détruit sa capacité militaire, le problème n'est pas résolu. Voilà. Le problème est retardé à demain, après-demain, et ça va revenir tout le temps. Détruire la capacité militaire du Rwanda, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous pouvez comprendre ce que je dis. Bien compris. Vous savez ce que les États-Unis ont fait avec l'Irak, Ils l'Afghanistan. ont détruit la capacité militaire. Vous entendez parler de l'Irak aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils vont prendre 50 ans pour se reconstituer et en ce moment-là, on passe à une autre génération. Donc, il faut détruire la capacité militaire du Rwanda, militairement. Deux, il faut avoir, il faut avoir comme objectif de faire sauter Kagame de la présidence du Rwanda. Voilà. Tant que Kagame est là, c'est une menace constante contre la RDC. Voilà. Donc, moi, je n'ai aucune pitié de ce côté-là. Si j'étais président de la République, je vais vous dire une chose. Avec l'armée aujourd'hui que nous avons, ou avec une armée louée, on peut louer des mercenaires, des avions, des pilotes. Si j'étais président de la République, vous allez vous réveiller un matin, nous avons envahi le Rwanda et c'est terminé. Donc, je voudrais encore une fois de plus, je pense que le président Félix est trop gentil dans ses relations avec certains de ces pays-là. Moi, j'ai un peu plus de brutalité quand il le faut, et j'estime qu'il faut qu'on applique au Rwanda les mêmes règles, la brutalité qu'ils nous ont appliquées pendant plusieurs années. Il faut qu'on puisse leur renvoyer l'ascenseur. Maintenant, en ce qui concerne l'EAC, j'ai considéré, vous savez qu'à la Banque mondiale, j'ai couvert les projets d'intégration régionale. Je suis un champion de l'intégration régionale. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la UMOA, la CEDEAO, tous ces pays-là. Vous avez aidé l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas aidé l'Afrique centrale, le Congo. Depuis que vous avez travaillé 30 ans à la Banque mondiale, vous n'avez rien fait pour le Congo. En tant que fonctionnaire international, je ne suis pas autorisé à travailler sur mon pays. Bien compris. Pour éviter les conflits d'intérêts. Bien compris. Vous pouvez travailler sur tous les pays du monde, sauf sur la RDC. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne donc l'EAC, qui est la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui regroupe tous ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan du Sud, la Tanzanie, et ainsi de suite, on y ajoute maintenant la RDC. En théorie, ça pouvait être une bonne chose. Mais il fallait qu'on se prépare en amont. La RDC n'était pas préparée pour entrer dans une communauté avec des pays, d'une part, qui, nous seuls, ne sommes plus grands que tout le reste de ces pays-là, au point de vue donc de la taille du pays, des potentialités, mais deux, aussi, des pays qui ont fait des réformes avant nous, les réformes que nous, on n'a pas encore faites. Par exemple, qui ont des infrastructures, des routes, des aéroports qui les relient, qui leur permettent donc la mobilité des personnes et des biens. Nous, on n'a pas ça. Donc, en adhérant aveuglément à la communauté des États de l'Afrique, ils prennent l'avantage sur nous. Je pense qu'eux, ils prennent l'avantage sur nous. La preuve, depuis que nous sommes devenus membres de l'IAC, qu'est-ce qu'on a réalisé? Il y a eu 2 banques kenyanes qui ont absorbé les banques congolaises. L'Equity Bank Kenya a absorbé la BCDC. C'est devenu Equity BCDC. Il y a Kenya Commercial Bank, KCB, qui a absorbé la TMB.
Et il y a d'autres entreprises dans le domaine minier qui viennent. J'ai compris qu'il y a une banque tanzanienne qui est venue ici. Nous sommes les dindons de la farce. Pourquoi? Parce que dans une intégration régionale, il faut qu'il y ait le jeu du donnant et du recevoir. Ouais. Mais ici, nous recevons simplement leurs investissements, mais en réalité, nous ne pouvons pas aller aussi donc dans leurs économies. Par conséquent, j'estime que la décision a été précipitée. Et je ne prône pas nécessairement l'autarcie, où nous devons fermer les frontières, nous concentrer sur la reconstruction du pays à l'intérieur. Mais si on doit faire l'intégration régionale, il faut le faire de façon dosée pour ne pas nous jeter dans la bouche du lion et puis être absorbé. Malheureusement, je constate que ce que nous avons fait avec l'EAC, ça nous amène dans la bouche du lion, non seulement au point de vue économique, mais sur le plan militaire. Mais quel est ce pays-là qui est en train de combattre des rebelles venus du Rwanda, venus de l'Ouganda, ou soutenus par l'Ouganda et par le Rwanda, mais qui fait appel aux armées du Rwanda et de l'Ouganda pour venir combattre les rebelles, c'est-à-dire leurs frères. Ils viennent sur le sol congolais. Ils ne le feront pas. Et ils mettent donc la frontière en disant à Bunagana, c'est les troupes donc de l'EAC qui sont à l'intérieur, les FARDC ne peuvent même pas y entrer. Vous savez ce qui est en train de se passer à l'intérieur là? Ils violent nos femmes, ils fabriquent des enfants, et ces enfants-là, demain, ils voudront devenir présidents de la République du Congo. Vous comprenez maintenant la nécessité de la loi Tchani. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant. Par conséquent, honnêtement, je ne suis pas très chaud à cause de ces arrangements de l'EAC, à cause de l'arrivée de l'armée de ces pays-là. Et je considère que le Congo devait ouvrir l'œil et le bon. Voilà. J'ai peur qu'on soit en train donc de vendre la souveraineté nationale au moment où il fallait donc la protéger, la renforcer. Voilà, nous sommes contents. Je vous avais promis que nous serons avec Dr Noël Tchani dans une émission spéciale. Nous avons posé les questions importantes. Mais comme l'émission devait faire 1 heure, on ne peut pas aller dans les finances, vous savez, sa spécialité, l'économie, tout ça, ça sera beaucoup. Vous n'aurez pas peut-être le temps de tout suivre. Mais pour aujourd'hui, c'était ça la chose la plus importante, la proposition de loi Tchani et où en sommes-nous et quelques questions que nous avons pu poser. Avant de finir, nous n'avons que 2 choses maintenant à faire. La première des questions, quelle est la bonne chose que vous pouvez dire à propos du président Tshisekedi? Et puis, deuxième chose, votre mot de la fin. Le mot de la fin est que... Non, on commence d'abord par les... Non, laissez-moi, j'organise ma pensée. Ok, d'accord. Ce que nous sommes en train de faire me coûte beaucoup d'argent. Et je ne le fais pas pour moi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, là, moi, j'ai déjà vécu ma vie. Je suis très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit pour vivre. Mais ce que nous faisons demande beaucoup de moyens. Je souhaiterais que les Congolais, particulièrement ceux de la diaspora, que nous défendons bec et ongle, puissent aussi participer à cette campagne. Pour participer à cela, je vous demande des contributions financières. Voilà. Contributions financières, j'ai 2 comptes, M-Pesa et Orange Money. Oui, allez-y. Je vais vous donner aussi le compte bancaire. Si vous pourrez afficher ça lorsque l'émission va être affichée, ce sera très bien. Oui. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-nous. Ça me demande beaucoup d'argent. Rien que la sécurité, je vous ai dit tout à l'heure qu'on me menace de me dépêcher à morceaux. Donc, je mettrai un lien sur l'émission. Je ne vous coupe pas, s'il vous plaît. Je mettrai un lien au bas de l'émission, là où il y aura les nombres de vues. Je mettrai les M-Pesa pour lui, Orange Money et un compte bancaire pour celui qui a un moyen, 10 $, 1 $, 50 $, 100, 1000. Vous parlez trop sur la proposition de loi Tchani. Vous voulez que ça soit verrouillé. Aidez pour que cela se réalise. Ça ne se réalise pas avec l'espace ou dans la tête, ça se réalise avec l'effort, accompagner les idées. Il doit peut-être aller parler, faire des conférences. Il n'ira pas toujours à pied, il ne doit pas toujours prendre même ce qui est dans sa poche là. Qu'il fasse et qu'il soit pauvre et qu'il meure, qui va continuer à le faire. Donc vous comprenez, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Continuez, vous avez la parole. Oui, donc je vous demande sincèrement de pouvoir nous aider à organiser tout ça. Ça me coûte extrêmement cher, rien que me déplacer. Je me déplace maintenant avec toute une équipe de sécurité. Et ces gens-là, il faut les payer. Parce que vous connaissez, notre pays ne paye pas les fonctionnaires de l'État. Même si ce sont des policiers ou des militaires, il faut les assister. Et je vais la semaine après-demain, je suis invité au Bas-Congo. Je vais parler à Mbanzangungu, si tu es libre, vous serez le bienvenu. À Mbanzangungu, mardi matin à 10 h. Et je vais parler le mercredi à 10 h à Matadi. Et ce sont des déplacements qui demandent beaucoup de moyens. S'il vous plaît, si vous pouvez, faites-le. Je vous donne déjà le numéro M-Pesa. Allez-y. M-Pesa, c'est plus 243. Plus 243. 82. 82. 00
4 fois. 0, 0, 0, 0. 988. 988. Donc ça c'est le compte M-Pesa. Il y a aussi le compte Orange Money plus 243. Pour Orange Money, c'est plus 243. 85. 85. 210. 210. 22, 22. 22, 22. Toute contribution sera appréciée. Si vous avez $1, $2, $1 million, ce sera apprécié, ça va nous aider. Et voilà. Je vais vous dire, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc si vous nous donnez, vous donnez à votre pays. Voilà. En plus de cela, maintenant, nous avons un parti politique. Oui. Le parti politique est légalement enregistré en République démocratique du Congo auprès du ministère de l'Intérieur. Le parti politique s'appelle la Force du Changement, voilà. FDC en cycle. Si vous voulez travailler avec nous et vous avez nos idées, s'il vous plaît, adhérez à ce parti politique. C'est notre parti à nous tous. Je vous ai dit tout à l'heure là que je suis content qu'il y ait l'Union Sacrée, qu'il y ait ce groupe-là des gens des mercenaires. Là. Mais nous avons aussi la Force du Changement, qui regroupe les intellectuels, les nationalistes, les patriotes, les gens intègres qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays. Venez, mettons-nous ensemble et nous pouvons travailler pour le bien du pays. Maintenant, vous avez posé la question sur le président de Tshisekedi. Voilà. Je vais vous dire une chose. Voilà. Je me refuse de le juger. Voilà. Pourquoi? Parce que si j'ai dit du bien de lui, les gens vont dire, mais voilà, il dit ça parce que c'est son frère. Non, c'est une question que je vous pose. J'arrive. Moi, si les auditeurs doivent... Si je sais qu'il est humain, qu'il a aussi les mauvais côtés, les bons côtés. Moi, je demande seulement que vous puissiez dire le bien du président selon vous. Oui, ça ce n'est pas un problème. C'est ça que je dis. J'évite de dire du bien ou du mal. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai un conseil à lui donner. Pour que nous puissions développer la RDC, on doit rassembler tout le monde. Pour rassembler tout le monde, nous devons mettre l'accent sur des choses qui ne sont pas négociables. Et les choses qui ne sont pas négociables, c'est quoi? Je suis contre la mauvaise gouvernance. Il ne faut pas promouvoir le système d'impunité. Ceux qui sont des détourneurs de fonds publics, des prédateurs de nos ressources naturelles, des criminels, ces gens-là, il ne faut pas les associer à la gouvernance du pays. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire par la suite manquera de crédibilité à cause de ça. Par conséquent, je voudrais que le président Tshisekedi sache qu'il y a des gens qui ont réfléchi à développer la RDC. Nous avons le plan Marshall de Noël Tchad pour la promotion et le développement de la RDC. C'est une vision de développement. Je l'ai développée avec la meilleure expertise possible. Et je l'ai remise à jour pendant que je suis à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un plan d'au moins 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Si nous mettons ensemble cette vision de développement, ça n'a rien d'équivalent par rapport au petit plan que j'entends à gauche à droite. Si nous mettons en œuvre cette vision de développement, nous allons développer la RDC au profit de tous et les gens vont nous respecter dans tous les secteurs. Je voudrais inviter tout le monde à pouvoir regarder cette vision-là et trouver des voies et moyens pour que nous puissions travailler ensemble dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Je vous remercie. Question de curiosité là, vous avez rencontré le président Tshisekedi depuis que vous êtes au Congo ici? Oui, je l'avais rencontré d'abord après les élections de 2018. Okay. Pour le féliciter, moi je suis démocrate, voilà. Républicain. Pour le féliciter, pour lui dire, salut, vous avez gagné à votre façon, moi je n'ai pas gagné. Voilà. Et je lui avais remis les 5 volumes du plan Marshall. Voilà, c'est bon. Et je lui avais dit, je vous fais cadeau. Si vous pouvez utiliser quelques idées dedans, tant mieux, ça va profiter au peuple congolais. Et puis ensuite, je l'ai rencontré aussi à l'occasion des consultations nationales, voilà, qui ont donné naissance à l'Union Sacrée. À l'Union Sacrée, je vois. Je l'avais rencontré. Le discours de 6 minutes. Oui, je l'ai rencontré avec les autres candidats à la présidence de la République, les anciens candidats. Et on lui a dit encore une fois de plus qu'on pouvait travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Donc c'était à ces 2 occasions-là que je l'ai rencontré. Voilà, très bien. Et un mot pour Bahati, vous avez un mot à dire là-dessus? Bon, j'aime poser des questions. Hein. Oui, non, je voudrais dire un mot à M. Bahati, mais aussi à M. Mbosso. Oui, allez-y, Mbosso aussi. Je voudrais dire que... Et pourquoi pas Sama Lokonde aussi? J'arrive. Je vais parler... Nous sommes à la fin, on a déjà dépassé 1 heure, donc nous sommes à la fin, il va être bref et puis on va vous dire au revoir. Mbosso, mais juste curieux. Le président Christophe Mbosso et puis le président Bahati, vous avez une très grande responsabilité pour l'avenir de notre pays. Cela est vrai. La loi Tchani qui se trouve sur votre bureau aujourd'hui, c'est la 2e indépendance de la République démocratique du Congo. On a eu une indépendance le 30 juin 1960. C'est une indépendance qui a foiré. Pourquoi? Parce que
nous avons transformé le pays à une dépendance de l'extérieur. Vous regardez dans le domaine économique, 90% d'entreprises congolaises sont étrangères. Il n'y a rien donc qui appartient aux Congolais. J'estime que nous avons raté l'occasion depuis 1960 de reprendre le contrôle effectif de notre pays. Le pays pour lequel Patrice Emery Lumumba et Simon Kimbangu sont morts. Je voudrais que vous preniez au sérieux la proposition de Wachani, que vous puissiez organiser des débats en direct à la télévision, suivis de tout le monde, et qu'il y ait vote pour que cette loi devienne la loi de la terre. Ouais. Si elle devient la loi de la terre, avec le parti du Congo, ce pays ne va plus jamais sombrer sous le coupole des étrangers comme ce que nous avons connu pendant ces dernières années. Donc, je vous dis que vous avez une grande responsabilité. Je compte sur vous, sur tous les députés nationaux, sur les sénateurs, pour que nous mettions en avant ce patriotisme-là, cet amour de la RDC du peuple congolais. Que personne ne vienne là-bas pour corrompre les députés. Il y a un sujet que j'avais oublié. Quand on parlait des ambassadeurs qui allaient ramper dans les bureaux du président de l'Assemblée pour lui demander de ne pas aligner la loi, il y a eu aussi cette dame-là qu'on appelle Bintou Keïta, qui représente donc la MONUSCO, qui va faire des déclarations sur les chaînes internationales, déclarations irresponsables pour dire que cette loi va diviser les plus triviales et beaucoup de choses qu'elle dit. Je voudrais dire à Bintou Keïta que les Nations Unies sont au Congo depuis plusieurs décennies et que nous avons plusieurs pays qui sont membres des Nations Unies. La RDC membre des Nations Unies, la Zambie membre des Nations Unies, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Tous ces pays-là, ils ont la loi des pères et des mères chez eux. Et ça n'a pas divisé. Les Nations Unies ne se sont jamais levées contre ça. Aujourd'hui, venir dire aux Congolais que si on adopte la loi des pères et des mères, elle va diviser les Congolais, je pense que ce n'est pas honnête. Je demande à Bintou Keïta de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Elle doit démentir pratiquement, selon moi, je pense. Ok, elle doit rester en dehors de ça. Elle était venue au Congo, la MONUSCO, pour rétablir la paix, maintenir la paix et la sécurité. Nous avons tout sauf la paix et la sécurité. Bien au contraire, les casques bleus des Nations Unies vont même tirer sur les Congolais, sur nos compatriotes à Kisindi, tuant à balles réelles. Je souhaiterais que les Nations Unies puissent se regarder dans le miroir sur ce qu'elles font à la RDC. Rester en dehors du domaine de souveraineté, du domaine donc de législatif. Voilà. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre en place des lois qui vont protéger notre pays au même titre que la Zambie, la Tunisie et d'autres pays l'ont fait à travers le monde. Par conséquent, je demande à Bintou Keïta, s'il vous plaît, restez en dehors de nos affaires. Nous sommes contents, nous sommes à la fin de notre émission. Voilà votre émission spéciale avec Dr Noël Tchani. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous sommes très contents à vous tous. Vous avez suivi, vous l'avez écouté. Et de toute façon, n'oubliez pas aussi de l'assister financièrement, comme il a dit, pas pour lui, mais pour le Congo. Une fois de plus. Vous dites que je vais leur donner un compte bancaire. Oh oui, si vous avez $1 million, vous êtes au-delà de $10, vous pouvez envoyer aussi cet argent-là. Donc, je vais vous donner un compte bancaire que vous pourrez afficher. S'il vous plaît, aidez-nous. Ça sera au bas de l'écran, là où il y a les mentions là, des vues. Vous verrez, je mettrai tous les numéros, Orange Money et tous les 3 numéros avec compte bancaire. Si vous pouvez l'assister, ça sera une très bonne chose. Nous sommes contents de vous avoir nombreux. Partagez ces messages avec un plus grand nombre. Une fois de plus, nous vous disons bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Au revoir. Merci. Bye bye. Docteur, très content de vous avoir. Merci beaucoup. Très content. Merci de m'avoir ici sur Kalonji. Non, c'est moi qui suis par contre très content que vous m'ayez donné l'opportunité de vous adresser. Les Congolais seront très contents de vous suivre et puis voir. Je salue tout le monde dans la diaspora. Voilà. Venez au pays, nous nous battons pour que tout le monde puisse avoir un rôle à jouer dans le pays. Voilà, c'est ce que nous vous demandons. Au revoir bien aimés, nous sommes contents. Bye bye.